statuts différents. Après, moi, c'est aussi ce que je porte auprès des jeunes, c'est l'importance du double projet. Chez les garçons, même si je ne le recommanderais pas, on peut s'en sortir sans avoir un double projet. Chez les filles, c'est absolument impossible. Non, on va commencer par les bases, peut-être. Ah, par les bases, pardon. Déjà, moi en vrai, la clarification souvent que je fais, c'est que déjà, on n'a pas pied dans le bassin. Oui, c'est vrai. Parce que, non, oui, c'est 7 contre 7 dans un bassin de 25 mètres. Ouais. Les règles principales, on va dire déjà, c'est que les joueurs n'ont pas le droit d'attraper la balle à deux mains, typiquement. On n'a pas le droit, non, de couler les gens, comme on peut voir. Il y a des vidéos, c'est un sport de contact, mais il y a quand même des règles. C'est pas une zone de non-droit. Et pour les règles principales, le but, marquer le plus de buts. Ouais, et après, il y a le temps de jeu qui est point. aussi un peu spécifique. Nous, on joue en quart-temps. Donc, on joue 4 fois 8 minutes. Du coup, le règlement, il a un peu changé. En fait, ils essayent de dynamiser le jeu pour qu'il y ait plus de buts, plus d'actions. Donc, en fait, ils ont réduit... chez les filles, ça a toujours été 25 mètres de longueur. Chez les garçons, dans le monde professionnel, avant, c'était 30 mètres. Obligatoire. Dans les divisions inférieures, vu qu'il n'y a pas des piscines olympiques partout, c'était 25 mètres quand même. Mais là, ils ont réduit la taille du bassin à 25 mètres pour toutes les compétitions, que ce soit nationales ou internationales. Et c'est pour un peu dynamiser le jeu, avoir plus de buts, etc. Donc nous, on joue en 4 fois 8 minutes. On a une possession de balle de 28 secondes. Donc à la fin, quand on tire et s'il y a corner, le chrono revient à 18 secondes. Donc on a une nouvelle attaque mais raccourcie. Après, la spécificité aussi de notre sport, c'est qu'on a des exclusions temporaires. C'est un peu comme au hand, sauf qu'à la place des 2 minutes, nous, c'est 18 secondes. Donc, on est exclu pendant 18 secondes. Donc, on a une supériorité numérique. Et on a le droit à avoir 3 exclusions par match. Au bout de la 3e exclusion, on n'a plus le droit de rentrer dans le champ de jeu. Donc, on est exclu du match. Notre match est terminé. Donc, c'est là aussi que vient le rôle de l'entraîneur qui est assez important, de gérer les exclusions, les changements. Parce que ce qu'on n'a pas dit, les changements sont illimités. Donc, on peut faire autant de changements à n'importe quel moment. En fait, on a une flying substitution. Ouais, on peut être dans l'eau. Et en fait, il faut juste passer sous la ligne, taper la main de son coéquipier et on peut rentrer. Donc, c'est un peu comme les sports au hockey, au hand, etc. où pendant le jeu, on peut changer quand on va en attaque. Bon, vu qu'on nage, ça prend un peu plus de temps que ces sports-là, mais c'est toujours intéressant d'un point de vue tactique de pouvoir faire ces changements. Je pense que ça dépend des équipes. Je pense que dans chaque équipe, il y a ce qu'on parle de set de base, donc c'est le set qui commence. On va dire c'est les joueurs cadres clés de l'équipe, donc ils vont jouer une grande partie du match, je pense minimum 2 tiers du match. Et après, en fonction de la profondeur de ton banc, soit il y a des jeunes ou des remplaçants qui vont rentrer 2-3 minutes par quart-temps pour faire souffler les cadres. Mais généralement, je dirais que les cadres jouent 5-6 minutes par quart-temps et les remplaçants 2-3 minutes. Et ça dépend des postes aussi. Et ça dépend des postes. Parce que en fait, le water-polo, ça s'organise vraiment comme le handball, c'est-à-dire un gardien, 6 joueurs de champ. Donc les 6 joueurs de champ, ils s'organisent autour, nous on appelle ça une pointe, comme le handball a son pivot. Donc avec 5 joueurs autour qui forment un arc de cercle dans une disposition normale. Et donc le pivot que nous on appelle la pointe, c'est un poste qui est très énergivore, on va dire. Donc c'est un poste où ça tourne quand même plus souvent que les postes en périphérie, donc l'attaquant et le défenseur. Où c'est des postes où en fait le jeu s'organise autour de cet homme-là. C'est lui qui va essayer d'obtenir les fameuses supériorités numériques dont on parlait tout à l'heure. Donc à la fois le défenseur, c'est lui qui va souvent subir les exclusions, donc il va devoir beaucoup changer pour pouvoir durer jusqu'à la fin du match. Et à la fois le pivot, la pointe, lui il va être au combat tout le temps pour essayer d'obtenir ces exclusions, donc il va beaucoup se fatiguer. C'est souvent un joueur un peu costaud qui est moins à l'aise sur les déplacements. Et donc, il va devoir souvent changer. Et après, je voulais revenir aussi sur une dimension qui est un peu compliquée quand on regarde des matchs de water-polo et qu'on est néophyte. On entend beaucoup de coups de sifflet, en fait. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu une attaque, il y a eu 10 coups de sifflet. Et en fait, c'est parce que le water-polo, c'est un sport où de base, les règles de base, on n'a pas le droit... C'est comme le handball, en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de comparaisons sur les règles. On n'a pas le droit de toucher l'adversaire. Mais on se touche tout le temps, on est tout le temps en train de charge. En fait, la règle, en réalité, c'est qu'on n'a pas le droit d'empêcher
l'adversaire de faire le mouvement qu'il a envie de faire en fait. Donc moi par exemple si je joue contre loup, et aussi il y a une dimension très importante, c'est que l'arbitre il voit pas ce qui se passe en dessous de la tête globalement. Il est au-dessus de l'eau et il voit pas. Sous l'eau, il n'y a pas de caméra. Donc moi si je joue sous l'eau, je fais 95 kilos, Lou elle fait 53 À l'international kilos. maintenant il y a la VAR sous l'eau. Oui, il y a la VAR. Donc attention. Non mais c'est important de le dire que ça change quand même beaucoup. Ça change beaucoup de choses, c'est-à-dire mais oui, la VAR oui parce que la VAR elle est là que s'il y a acte de violence. Donc il n'y a pas tout le temps acte de violence, mais souvent on dit ce qui se passe sous l'eau. Voilà. Non mais voilà, je voulais prendre l'exemple. Par exemple, moi je fais 95 kilos, Lou elle fait 58 kilos. Ça c'est précis. Et si moi je joue contre Lou demain, je l'attrape comme ça par les deux bras et elle peut plus bouger parce que l'arbitre il va rien voir. Il peut pas voir que je suis en train de l'empêcher de bouger. Il va falloir qu'elle se débatte comme une folle et à ce moment-là, si elle arrive et l'arbitre il voit de la mousse, il voit qu'il y a une emprise sur elle, bah, il va dire ah là il y a quelque chose qui est pas autorisé donc je vais siffler quelque chose. Mais si je l'attrape et qu'elle est dans l'incapacité totale de bouger, bah, l'arbitre il sifflera jamais rien. Ils sont les deux sur le bord du bassin. Ils nous suivent à l'extérieur. Donc voilà, on n'a pas le droit d'empêcher un joueur de faire ce qu'il veut. Donc quand le joueur il va nager, j'ai pas le droit de l'attraper, de l'empêcher de nager. Par contre, une fois que le joueur il a la balle dans les mains, là j'ai le droit de faire ce que je veux, à part de la violence et d'attraper la tête. Voilà. Donc je vais le charger. Et en fait, ce qui va se passer souvent dans le water polo, c'est que moi je vais avoir la balle en main. Le joueur il va me charger. Au moment où il va être vraiment sur moi, je vais lâcher la balle. Et à ce moment-là, il a plus le droit d'être sur moi. Donc l'arbitre il va siffler une faute en fait pour pouvoir créer le jeu. Donc là, je vais récupérer ma balle, je vais jouer ma balle soit pour moi, soit faire une passe, et je vais avoir un peu d'espace pour pouvoir jouer. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de coups de sifflet en périphérie quand il y a du pressing, on appelle ça donc de l'homme à homme. Et après, comme soit il y a une pointe qui a pris l'ascendant, l'équipe va venir en zone, donc là ça va être un jeu un peu plus libéré, on va pouvoir faire des passes. Et en fait, le jeu il s'organise, comme je disais tout à l'heure, autour de la pointe pour que on va réussir à obtenir cette supériorité numérique. Et là, on va jouer pendant 20 secondes en supériorité numérique et essayer de marquer le but. Le jeu, il s'organise comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, le but, on a beaucoup plus de chances de marquer des buts en supériorité numérique. Donc en fait, dès que la pointe prend sa position, c'est un danger pour la défense. Donc les entraîneurs, au niveau tactique, on appelle ça des zones. Donc il y a différentes zones possibles par rapport à l'imagination du coach. Mais du coup, il y a une tactique en place. Les joueurs reviennent en zone pour défendre la pointe. Et du coup, ça ouvre des espaces pour les joueurs extérieurs pour tenter un tir et aussi créer des décalages avec une succession de passes pour poser la balle en pointe et obtenir cette exclusion. Donc c'est vraiment un mix au début de pressing avec des fautes simples. Après, une fois que la pointe a pris sa position, un retour en zone pour essayer de s'ouvrir le tir ou de poser la balle en pointe, d'avoir une exclusion, parce qu'en 1 de moins, il y a beaucoup d'espace qui se crée au water polo, et à ce moment-là, on se place en 4-2. Donc 2 poteaux, 2 ailiers et 2 personnes à l'extérieur. Vous n'avez pas un tableau blanc là Non, on pouvait faire des rois d'écran, des rois des... Mais vous verrez ce soir dans l'eau, mais c'est assez... Et au final, il y a à peu près 15 buts par équipe par match. En moyenne, je pense entre 12-13 buts par équipe par match. Je pense que ça se situe là. Non, des gros scores, c'est quand ça arrive à 18 buts par équipe. Donc généralement, des petits scores, c'est quand ça se finit en dessous de 10 buts par équipe, donc 9-8, 8-7. Des scores moyens, c'est 13-11. Et des gros scores, 19-17. Et des scores hauts, moyens, c'est 15-14. Ouais, c'est un ingénieur, hein, faut pas l'oublier. Et tu m'avais fait oublier ce que j'allais rajouter. Bah, du coup, la première règle que je disais, c'est que quand il y a un tir et que c'est le gardien, donc je suis gardien et que quand je l'arrête, à contrario du handball, nous, si le joueur fait un bloc, c'est balle au gardien, donc il y a la contre-attaque. Et si moi je fais l'arrêt, il va y avoir un corner pour l'équipe adverse. On inverse. Donc moi, c'est ma spécificité. Après, moi, ce qui est ma spécificité aussi, c'est que j'ai une vision du jeu totalement différente des joueurs. Parce qu'en fait, je vois tout ce qui se passe devant moi. Donc je vois tout. Donc je suis un peu le guide aussi des autres joueurs en défense. Je leur dis attention, là il y a un mec qui rentre, là changez, revenez en zone, attaque-le lui. Enfin, du coup, je suis un peu... je sais pas comment... Ouais, comment et il dire, y a une mais autre un peu la règle vision. aussi que tu as oublié qui est quand même spécifique aux gardiens. Ah, moi j'ai le droit d'attraper la balle à 2 mains. C'est ça? Oui.
Oui, moi j'ai le droit de prendre la balle à deux mains. Bah, Non, non, c'est- en vrai, je suis en rétropédalage, mais c'est devenu, c'est une position de repos. Donc le rétropédalage, c'est un peu la position de base au water polo. C'est des mouvements de ciseaux, mais alternés. Donc, Dès qu'on touche autre chose que l'eau, c'est penalty pour l'équipe adverse. Donc si ça te croche au ouais. poteau, si machin. Ouais. Mais si Oui. l'eau, il faut aller au fond. Après, je Y a pas regarde besoin. pas. Non, mais généralement, ouais, j'attends. En fait, j'observe ce qu'ils font. Sur la contre-attaque, je vais donner des indications là où j'ai fait la relance pour que quand ils tournent la tête, ils gagnent du temps. Je vais les encourager. Je vais leur dire le temps d'attaque qui reste. Donc, j'essaye de me rendre utile en me reposant. Et après, du coup, moi, c'est un effort totalement différent aussi. Bah, du coup, pendant la moitié du temps, je suis en repos et l'autre moitié du temps, je suis à fond parce que bah, j'ai quand même la responsabilité de si on prend un but. Peu importe si c'est l'erreur de la défense ou pas, moi je le prends pour moi personnellement. Enfin, je suis le dernier rempart, donc je suis là pour sauver aussi les erreurs de l'équipe. Donc c'est un rôle important, on va dire. Moi, je suis joueuse dans le champ, donc en périphérie. Je joue principalement du côté droit, donc c'est logiquement le côté des gauchères, mais c'est rare d'avoir des gauchères. Donc c'est un rôle un peu plus technique en attaque parce que c'est un rôle important, il faut être offensive, mais on a une cage qui est un peu plus réduite du fait d'être droitière. Et c'est aussi un très gros rôle en défense parce que normalement on joue contre les meilleures attaquantes de l'équipe d'en face. C'est un rôle assez complet. Il faut être rapide, il faut aussi être réfléchi, être vive, être à l'écoute des consignes du coup de ma gardienne. Et voilà, j'ai toujours joué du côté droit. C'est le rôle des malins. Ouais, ceux qui connaissent bien le jeu. Et moi, je joue au poste des idiots. La bagarre, la bagarre. Ouais, comme tout à l'heure, j'expliquais la pointe. Alors, c'est pas là où je m'épanouis le plus. Ouais, je joue en pointe. Je joue en pointe qui n'est pas le rôle où j'ai appris, où j'ai grandi. J'étais plutôt à gauche, plutôt un attaquant, mais j'ai un profil un peu polyvalent. Ce qui fait que depuis quelques années, je joue en pointe en priorité. Mais j'aime bien jouer un peu partout. Mais là, je joue en pointe. Et voilà. C'est le Bagarre. coach qui était en pointe. Ouais, voilà, mais le coach, il a toujours raison de toute façon. Donc, alors, ouais, tous les postes ont leur spécificité. Il va y avoir des joueurs qui peuvent. Typiquement, Lou fait partie de ces joueurs qui peuvent jouer à tous les postes. Peut-être en pointe un peu plus difficile. On va dire que quand mais... on joue à droite, comme c'est un côté moins évident en attaque et c'est un côté où on joue beaucoup pour distribuer le jeu, c'est plus facile après à la gauche où on s'ouvre l'angle. Passer de la gauche pour aller vers la droite, c'est un peu plus compliqué puisque on se réduit le champ et c'est là où c'est des positions un peu plus techniques. Mais après, oui, j'ai pas forcément le gabarit pour jouer partout. Mais en fait, il y a tout type de joueurs. Hein, en fait, il y a des joueurs. Enfin, là, on va parler du très haut niveau, mais il y a des joueurs qui peuvent jouer absolument partout parce que physiquement, ils ont la capacité de se déplacer, ils ont la capacité de prendre des positions en pointe, ils sont intelligents, ils vont jouer à droite, à gauche. Et après, il y a des joueurs qui sont extrêmement spécifiques, qui vont pouvoir jouer que à droite, que à gauche, que en pointe, que derrière. C'est vraiment, ça dépend. Il y a des joueurs polyvalents, il y a des joueurs qui ne le sont pas. Voilà. Lui, il peut pas jouer partout. J'allais dire l'inverse. Ouais, Les Kylian, joueurs, moi, les je peux joueurs, pas jouer dans les ils buts. veulent pas prendre ma place. Non, mais ouais, Ah, oui. les buts, c'est vraiment. Là, par contre, il y a. Dans un sens comme dans l'autre. Nous, on peut Ouais, pas non. prendre son poste et il peut pas prendre Moi, je le suis nôtre. si là demain on me dit, bah allez, ce week-end tu joues dans le champ, bah, je vais être le plus nul de l'équipe, mais de là, déjà je vais être perdu. J'ai jamais joué dans le champ. Euh, Ouais, Et faut en qu'il fait, s'accroche compliqué, à quoi. l'échelle et qu'il attende. En Ouais, attaque, on donne un putain, attaque à c'est un de fatigant. moins et après, il fait le boucher Et derrière. inversement, ouais, en fait, c'est des entraînements spécifiques. Les gardiens, souvent, il y a plusieurs parties dans l'entraînement, mais il y a un entraînement un peu physique, échauffement physique, etc. Donc là, les joueurs s'entraînent de leur côté et les gardiens de leur côté avec des entraînements spécifiques. Donc moi, c'est plus axé sur les jambes, etc. Les joueurs plus sur la natation. Et après, les deux, ben, on a tous la partie technique, mais spécifique à son poste. Et après, on a la partie où on fait du jeu, de la tactique, où là, et du tir, le plus important, le tir, où là, on est en commun avec les joueurs. Et c'est vrai que moi, ce que j'adore en tant que gardien, c'est un peu les duels tireur-gardien à l'entraînement. Surtout quand on commence à bien les connaître, Hyper souvent. faut d'ailleurs. s'amuser, faut bien s'amuser. Et c'est vrai qu'après, quand on est gaucher ou gauchère, je trouve que ça, bah, y a moins le choix de là où tu joues, parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de gauchères, enfin, ce serait lunaire de mettre un gaucher à gauche. Parce que ça apporte moins, parce que ça a beaucoup plus d'enjeux. Enfin, surtout water polo, souvent les gauchers,
bah, vu que du coup c'est côté ouvert des deux côtés, côté gauche et droite, bah, ça amène beaucoup de danger en attaque. Merci. Je t'en prie. Polyvalent. Ça arrive parfois, nous on a une équipe jeune là où pareil il y a 5 gauchers, donc tu as envie de te tirer une balle, t'en mets un à gauche, mais Moi ce que je comprends Du pas gâchis. c'est les gardiens gauchers. Tu veux pas marquer tous les mecs. dans l'eau, ouais, un bonnet, ouais. Maillot de bain, bonnet. C'est tout. C'est tout. Mais Maillot de bain, bonnet. On peut peut-être parler de la spécificité de l'équipement, ça va surtout être chez les femmes. On a un maillot de bain un peu spécifique parce qu'il a une fermeture derrière. En fait, cette fermeture, elle permet de pouvoir s'échauffer tranquillement sans avoir le maillot trop serré. Et comme le water polo est un sport de contact, dès que c'est le moment du match, on ferme ce maillot. Et en fait, souvent, on le prend une taille un peu en dessous pour qu'il soit bien serré et ça évite de pouvoir trop l'accrocher et d'être perturbé. Donc ça va être vraiment, ils sont plus résistants. Ça arrive régulièrement même que certains maillots cassent au milieu du match, donc on a des maillots sur le banc, mais c'est la petite spécificité, on va pas jouer au water polo avec un maillot de bain de natation classique. Ouais, nous les garçons jouent avec 2 maillots par exemple. On a toujours, la plupart du temps un maillot en dessous au cas où ça casse, qu'on soit pas tout nu et pour se faire accrocher quoi. Mais après ouais, on a un bonnet sur la tête. Avec Un des bonnet avec protections, sur les oreilles. Ouais, pour pas se percer les tympans, parce que c'est tout bête. En fait, on a l'eau au niveau de la tête. Donc, quand il y a des tirs, on peut facilement se prendre un ballon dans la tête, même si c'est pas volontaire. Et si tu tournes la tête, tu te prends là. Donc, il y a des petites protections sur les oreilles. Parce qu'il y a souvent des coups sous l'eau, coups de coude, coups de genou. Pas tant que ça. Mais non, c'est surtout pour moi, le j'en ai- ballon. moi, j'en C'est ai surtout pour le Moi ballon. j'en ai jamais pris. Oui. Oui, c'est ça. Nous, on joue avec des tailles 4 et les garçons avec des tailles 5. Donc, oui, c'est vrai que c'est aussi une différence. Donc, pour ceux qui savent pas les Ouais, tailles, c'est on ça. joue avec un ballon de foot et les filles avec un avec ballon de un ballon de volley. Ben, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de ça. Nous, il y a différentes zones. Il y a une ligne des 2 mètres, une ligne des 5 mètres et une ligne des 6 mètres. Donc, ils peuvent tirer de 0 mètre à 25 mètres. Donc, en fait, il y a des règles où si un des joueurs rentre avec la balle dans les 2 mètres, il peut faire la passe à quelqu'un d'autre qui est sur la même ligne que lui. Hors-jeu. Oui, c'est un peu comme un hors-jeu, mais que pour les 2 mètres. Et sinon, hors des 2 mètres, il n'a pas le droit, après la faute, de tirer dans les 6 mètres. Il est obligé, s'il prend une faute dans les 6 mètres, il est obligé de faire jouer la balle, faire une passe à un coéquipier pour qu'il tire, ou de faire jouer la balle et reculer pour sortir de cette zone, et ensuite il peut tirer. Donc après une faute, il peut pas tirer très proche de moi. Les pénaltys, ils se tirent à 5 mètres. Et après, généralement, les tirs en pointe, c'est à 2-3 mètres de moi. Quand la personne arrive en contre-attaque seule face à moi, c'est pareil, c'est à 1-2 mètres de moi. Mais généralement, là où il y a le plus de tirs, c'est 6, 7, 8 mètres de distance. Non, mais en fait, c'est un. Il y a c'est quand les même- 2 il y a mètres, quoi. il y a la ligne des 2 mètres où ils peuvent pas. Enfin, ils peuvent rentrer sans la balle sur les côtés, mais pas entre les deux poteaux. Mais c'est surtout que tout le monde va pas venir dans cette zone-là parce qu'il faut libérer de l'espace pour la pointe. Donc généralement, les joueurs sont à. Si on fait un rayon, ils sont à 5 mètres de moi. Sauf la pointe qui est à 2 mètres. Ouais, un tir de près, c'est un tir à 6 mètres, quoi, ou 5 mètres, et un tir de loin. Déjà, si tu tires à 9 mètres, tu commences à être vraiment loin pour marquer. Ouais. On va dire, si je me prends un but de 9-10 mètres, on va dire que c'est une erreur de ma part. Parce que- C'est pas moi qui ai parlé. T'as dit quoi? J'ai dit, on va dire que t'es un mauvais gardien. Oui. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et si... Ou alors, il y a Mandy à partir de 5-6 mètres, j'ai le droit de faire des erreurs. Mais 9 mètres, normalement, on dit 10 mètres, allez, laissez-le tirer. S'il y a un joueur qui fait un tir à 5 mètres facile, c'est une erreur de la défense, quoi. Ça commence à être un tir... c'est un penalty, quoi. Donc, un penalty, c'est proche de la cage. Mais après, moi, je mets beaucoup de mes blocs aussi. Donc, généralement, les joueurs, ils prennent une partie de la cage et moi, je prends la grosse partie de la cage. Après, c'est la question, est-ce que je leur fais confiance ou pas? Un peu comme le mur au foot, en fait. Nous, on lève le bras pour empêcher la passe de marquer. Voilà. Donc après, soit le joueur adverse il décide de contourner le bloc, soit il décide de tester le gardien. Mais du coup, c'est un jeu aussi par rapport à ça parce que le joueur voit comment le bloc est passé, mais moi, je le vois aussi. Donc, c'est un jeu, j'aime bien ce petit jeu de. Je sais pas comment dire, mais. Je prends...
Ouais, je prends un peu mon plaisir là-dedans. Ça dépend des équipes et du niveau de l'équipe adverse. Il y en a quand même. Ouais, la reine de la contre-attaque va vous. Si, je pense que ça dépend des profils. Il y a des contre-attaques qui vont se pousser collectivement. Donc parce qu'il va y avoir une personne en retard, et ben on va décider de tous y aller et de pousser la contre-attaque. La grosse pointe qui vient de se faire manger et qui a 3 mètres de retard Voilà, ou et qui 4 du mètres coup de retard. Les pointes, c'est pas forcément les profils qui vont nager le plus vite. Il y en a qui nagent très vite, mais c'est pas forcément leur atout. Et après, sinon, il y a des contre-attaques qui vont se pousser peut-être un peu plus individuellement. Donc ça va dépendre des profils des joueurs. Moi, je sais que j'aime bien jouer sur ma vitesse, donc je vais essayer souvent d'emmener la balle. Ça dépend. Ça dépend, mais il y en a. Enfin, moi, je sais que c'est un jeu que j'aime bien, donc je fais en sorte d'en avoir. Ouais, après, il y a aussi des styles de jeu, par exemple les Japonais qui sont très connus pour être vraiment très ouais, ligne de passe, c'est-à-dire ils sont vraiment limite ils défendent entre au lieu de défendre entre ta cage et le but et le joueur, il monte vraiment sur l'extérieur, je sais pas si je me fais bien comprendre, entre la cage adverse et le joueur presque en fait. Donc là, bah, direct, si tu perds la balle, bah, les mecs ils ont déjà un mètre d'avance sur le départ et c'est un peu leur manière de jouer, c'est très particulier. C'est risqué, mais ça peut marcher. High risk, high reward, ou low reward. Mais mais, après, mais après, ça dépend vraiment de. Il y a certains types de défense qui vont faire que tu vas partir en contre-attaque. Il y en a, il y a quasiment jamais de match sans contre-attaque. ouais. Parce qu'il peut souvent y avoir déjà des erreurs individuelles qui arrivent, des anticipations où quelqu'un va partir, des interceptions où là ça va créer de la contre-attaque. Après, comme il disait, tu as des styles de défense où au lieu de revenir en zone devant la pointe, tu as des zones un peu mixées où tu vas dans les intervalles pour créer le risque et l'incertitude aux joueurs et dire bah, ok, là si tu loupes, bah, nous on part en contre-attaque et on va marquer. Pardon. Donc c'est un peu des styles de différence un peu plus dynamiques et risqués pour jouer à la contre-attaque derrière. Donc c'est un peu, bah, ça dépend du style des joueurs. Si tu as des joueurs un peu plus vifs avec de la vivacité, etc., tu vas plus jouer comme ça. Si dans le match tu commences à perdre et que tu n'as plus rien à perdre, bah, tu vas commencer à jouer des risques dans les intervalles pour gagner des buts faciles, entre guillemets. Donc c'est tout un jeu comme ça, mais... Et tu as une horloge aussi, on en parlait tout à l'heure. Il y a les 28 secondes Ah oui, c'est 28-18. Tu es dans ton coin, tu vois que la balle est de l'autre côté, dans un endroit où. Soit t'anticipes la contre-attaque. Enfin, ouais, il reste 3-4 secondes, tu prends le risque de déjà partir, donc l'attaquant il est en mode bon, est-ce que je le suis, est-ce que je le suis pas. Donc ouais, il y en a quand même beaucoup. non, tu peux faire ce que tu veux avec ton ballon, le poser devant, nager, le prendre dans la main, se déplacer en glissant. Il y a toutes les possibilités. La seule chose qui est interdite, c'est de mettre la balle sous l'eau et de la prendre à deux mains. Mais par rapport à ce que tu dis, souvent les coachs disent que la balle, elle avance plus vite en faisant la passe qu'en nageant. Donc souvent quand tu récupères la balle, tu essayes d'emmener la balle le plus rapidement possible aux 2 mètres et après tu as l'équipe qui arrive au complet. Alors que souvent de nager avec la balle, bah, tu perds un peu de temps d'attaque. Donc tu fais plutôt vivre la balle, mais t'as aucune restriction. Si tu as envie de nager toute la piscine avec le ballon, tu peux largement. Après, là, on n'en a pas parlé non plus, mais il y a aussi la question des fautes graves. En fait, c'est là où tout se joue. Quand est-ce qu'on exclut un joueur, quand est-ce qu'on l'exclut pas, quand est-ce qu'on siffle un penalty, quand est-ce qu'on le siffle pas. Là, en fait, d'un match à l'autre, ça va changer presque. Enfin, il y a des règles globales où on est tous d'accord, mais on va se rendre compte sur un match. Moi, ça me fait beaucoup penser au rugby, ça. C'est un peu la culture, mais on dit souvent sur une phase de ruck au rugby, il y a 50 fautes et l'arbitre il décide d'en siffler une, de ne pas la siffler. Et le water polo, c'est un peu pareil, c'est-à-dire il va y avoir de la prise de position. Est-ce qu'on va siffler du début de la prise de position jusqu'à la fin de la prise de position, ou alors on va rien siffler, on va attendre que la balle elle arrive et et en fait, ça va dépendre. Il faut qu'on se mette vite au jus de la manière dont les arbitres vont siffler le match pour se rendre compte. Nous, enfin moi surtout, je me rends bien compte de la différence entre la deuxième division et la première division. Il va y avoir un jeu beaucoup plus permissif parce que les gens vont être beaucoup plus prêts physiquement en première division et donc on va avoir beaucoup plus de phases de combat, beaucoup plus permissif qu'en deuxième division où en fait les mecs sont un peu moins prêts donc le jeu va être vite plus dangereux. Enfin, ça c'est très évolutif, mais faut se mettre quand on va voir un match de water polo, faut se mettre à côté
d'un vieux de la vieille qui connaît bien les règles et qui est bien content de vous les expliquer. Et, ça va aller beaucoup plus vite que si on est néophyte et qu'on comprend pas les règles, ça peut être un peu compliqué parfois. Si on vient pas, si on vient pas du water polo, Oui, si on vient pas déjà en pratiquant le water polo, je trouve que parfois dans notre pays, parce que dans d'autres pays où c'est vraiment la culture, ça passe sur les chaînes nationales, donc typiquement en Croatie, ça va passer sur TF1 ou France 2. C'est ça, bah voilà, donc on tombe sur les matchs assez facilement. En France, ouais, pour la diffusion, ils avaient créé une sorte de ligue qui diffusait les matchs, mais c'est vrai que les clubs sont pas forcément équipés pour faire des lives, etc. Donc c'est un peu tombé à l'eau. Et c'est assez difficile de filmer l'eau quand on n'est pas des professionnels. Ouais. Donc il faut quand même un certain matériel. Donc maintenant, ce qui est obligatoire, c'est de filmer le match pour après le mettre sur une plateforme pour que tous les clubs aient accès au match. Mais après, la diffusion en live ou non du match, c'est c'est le si le club en a la disposition, il va le faire. Sinon, tant pis. Mais pour les matchs internationaux ou les matchs européens au niveau des clubs, mais il y a des plateformes qui existent, qui sont devenues payantes d'ailleurs. Donc il faut payer un abonnement pour voir les matchs. Et en fait, la qualité, elle dépend du lieu du match, donc elle n'est pas sûre non plus. Et pour les matchs internationaux, pareil, c'est soit certaines compétitions, c'est sur des applications comme Eurovision, donc en accès libre, ou sinon, quand c'est plus la FINA, etc., il faut payer un abonnement. Donc, ou World Aquatics. Donc en fait, si on ne connaît pas le water polo, c'est impossible de tomber sur un match comme ça par pur hasard. À part les Jeux Olympiques, mais qui servent aussi un peu à ça. Chez les filles, globalement, c'est pareil. Ça va dépendre des pays. Il y a des pays en Europe, je le disais, en Hongrie, où c'est le sport national. En France, c'est pas le cas. Il y a peu de clubs qui filment en direct live les matchs des garçons, mais il y en a encore moins chez les filles. Bordeaux a mis en place quelque chose de très chouette cette année. Ils ont essayé de le faire sur certains de nos matchs. Ça a fonctionné et c'était vraiment chouette, mais c'est pas encore installé. Ça prend du temps aux joueurs qui prennent de leur temps bénévolement pour nous l'installer. Donc c'était compliqué, mais il y a des belles initiatives, même si c'est très rare. C'est-à-dire que ça a travaillé, c'est faisable, mais ça dépend des clubs. Mais en tout cas, il y a certains clubs qui arrivent très bien et qui ont mis les moyens, comme par exemple Aix-en-Provence, où pour le coup, eux, ils sont réputés en France pour ça. Ils font vraiment de la qualité un peu professionnelle. Ils ont un plateau un peu télé avec des commentateurs, et ils ont plusieurs caméras. Enfin, du coup, ça devient vraiment assez professionnel et c'est assez intéressant à suivre. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour tous les autres clubs d'avoir ce niveau-là de qualité. Mais en tout cas, on essaye avec les moyens du bord d'y arriver. Ouais, bah c'est ça, on donne un peu tous la main à la pâte quand on est dans un club, une équipe, que ce soit ici, avec l'équipe filles-garçons, on essaye tous de s'entraider, que ce soit au niveau de la vidéo, de la vie du club, etc. Donc on essaye de pousser notre sport vers le haut, tant bien que mal, et pour le plaisir personnel aussi. Parce qu'il faut pas l'oublier, on le fait aussi pour ça. Bah justement, la Fédé, elle a mis en place un système d'amende où si tu filmes pas le match ou avec une certaine qualité, tu prends une amende par match. Donc ça a obligé les clubs à filmer les matchs et à la mettre justement sur une certaine plateforme où en fait chaque club en première division a un accès à cette plateforme et ils peuvent trouver tous les matchs du championnat. Donc les coachs, ils ont accès et ils vont préparer le match contre l'adversaire par rapport à ça en regardant plusieurs matchs, en faisant des découpages, en faisant des séances vidéo avec nous, etc. pour préparer la tactique spécifique à cette équipe. On va dire que ouais, dans chaque championnat, il y a des équipes qui sortent du lot. Donc tu as le top 8 européen, tu as une ou deux équipes dans des gros pays. Mais je pense que les gros championnats en ce moment, ouais, ça va être l'Espagne, l'Italie, la Hongrie. Après, tu as la Ligue aussi. T'as la Grèce aussi, La Grèce. très gros pays de water polo, et t'as une Les Balkans, ouais. une ligue adriatique, donc qui regroupe Serbie, Croatie, Monténégro. Et voilà, c'est ça les gros spots de water polo. Mm. En fait, c'est là où il y a les meilleurs clubs. En fait, dans le water polo, il y a un top 7 chez les garçons en tout cas, Ouais. qui sont l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Serbie, la Croatie, le Monténégro Et la et Hongrie. la Hongrie. Et c'est les endroits où il y a les meilleurs championnats et les meilleures équipes. C'est Tu vois, pareil, ouais, que ce soit européen ou mondial, parce que
top 8 mondial, il y a juste les États-Unis qui rentrent dedans, sinon c'est que des équipes européennes. Ouais, mais ils qui rentrent viennent en de- qui viennent 8e, de quoi. citer. Oui. Ouais. Enfin, c'est assez serré, mais de manière générale, on va dire que les championnats c'est comment les championnats d'Europe sont meilleurs que les championnats du monde. Oui, enfin, je dis ils rentrent 8e, mais ils sont quand même Ils ont fait troisième 3e au de Paris. dernier jeu, mais ouais. C'est ça, Ouais, c'est c'est ça. ça. Ils s'entraînent pour chez eux, là. Ils sont sur une bonne. Ouais, chez les filles, c'est pareil. On a eu, quand j'étais à Mulhouse, quand même une grosse équipe qui a été très compétitive en Coupe d'Europe. On était la première équipe féminine française à se qualifier en Ligue des Champions. Donc ça, c'était vraiment assez incroyable pour le sport féminin et pour le water-polo féminin surtout. Après, sinon, ça reste globalement les mêmes pays. Chez les filles, on a eu une grosse domination des Américaines au niveau mondial. Donc au niveau européen, ça va être les mêmes équipes que chez les garçons, mais au niveau mondial, les Américaines, elles ont vraiment dominé toutes les compétitions mondiales pendant longtemps. La tendance est un peu en train de s'échanger et de s'inverser. Elles restent parmi les tops équipes, mais avant, c'était vraiment ça. Ce qui montre d'ailleurs un peu leur culture qu'elles ont pour leur double projet dans les universités américaines, le système américain avec le sport qu'on connaît. Donc avant, c'était surtout ça. Mais c'est vrai que chez les filles en Europe, il y a aussi les pays. Enfin, de ce que je regarde du water polo féminin, je trouve qu'il y a les Pays-Bas aussi qui sortent un peu du lot par rapport à leur. Bah, un Non, peu bah, moins, justement. ça va être les grosses. Je pense qu'actuellement, peut-être le meilleur championnat européen, ça va être l'Espagne. Je pense qu'ils ont un bon roulement. L'Italie, c'est très compétitif. La Grèce aussi. Et les Pays-Bas, c'est également une grosse équipe nationale, mais finalement, Ouais, le championnat néerlandais est pas incroyable. Enfin, je pense qu'en fait, ils ont des gros problèmes financiers aux Pays-Bas. Donc, généralement, dans les clubs, c'est une année la Coupe d'Europe pour les garçons, une année la Coupe d'Europe pour les filles, même si les deux équipes se qualifient. Ce qui est un peu dommage, mais ils ont des très bons profils et des équipes nationales qui font des grosses Mais médailles. c'est vrai que c'est intéressant dans ces pays-là parce qu'ils font des partis pris. Enfin, typiquement pour l'équipe hollandaise masculine qui commence à faire des bons résultats là depuis 1-2 ans. C'est qu'en fait, eux, ils ont fait le parti pris d'envoyer tous leurs joueurs à l'étranger parce que leur championnat est pas très fort. Donc en fait, tous leurs joueurs de l'équipe nationale jouent à l'étranger, que ce soit Espagne, en Allemagne, Italie, Hongrie, Serbie, etc. Et je vais revenir un peu sur les différences quand même entre le water-polo féminin et masculin au niveau mondial. Chez les hommes, et c'est une grosse domination européenne. Ouais. Chez les filles, il y a quand même quelques pays hors Europe qui sortent leur épingle du jeu. Donc les États-Unis évidemment, mais il y a un peu l'Australie, un peu la Nouvelle-Zélande aussi, de temps en temps. Elles ne font pas de médailles, les Néo-Zélandaises. Il y a une moins grosse, il y a une moins grosse domination européenne. Ouais, non, mais c'est vrai que nous, ce qui va jouer, c'est que pour les places assez intéressantes, donc on va dire dans le top 8, il y a des équipes qui vont venir prendre des places quand on va à l'échelle mondiale. Tandis que à l'échelle européenne, il y a moyen aussi d'aller jouer des places. Il a dit, la Nouvelle-Zélande qui joue jamais de médaille, mais qui joue le top 8, voire le top 6. Et on a les Australiennes qui ont fait une jolie médaille aux Jeux Olympiques. Et il va y avoir aussi, du coup, les Américaines qui vont se rajouter. Les Japonaises aussi et les Chinoises qui commencent à se développer. Et du coup, qui viennent prendre des places forcément. C'est vrai qu'en Asie, ça commence à se développer chez les garçons et chez les filles. Chez les garçons, c'est le Japon qui sort du lot en Asie. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de pays qui commencent à un peu se structurer avec la culture. Enfin, dans le water-polo, on va dire que la culture du water-polo vient des Balkans, donc Monténégro, Serbie, Croatie. Ils ne sont pas des grands féministes d'ailleurs. C'est pour ça que les pays Balkans. C'est pas encore. Ça commence. La Serbie et la Croatie, là, ils commencent à faire des équipes. Leur culture fait que dès qu'ils ont commencé, ça va vite, direct. Ça va très vite. Mais initialement, il n'y avait pas d'équipe féminine dans ces pays-là. Mais justement, tous les coachs des équipes nationales de ces pays qui essayent de progresser, comme la Chine, ou les pays comme ça, ou même Singapour, etc. En fait, c'est des Monténégrins, des Serbes, des Croates. Donc tous ceux qui ont vraiment le water-polo dans le sang. Même nous, enfin notre coach, c'est un Monténégrin. En France, il y a beaucoup de coachs. Celui de Marseille, c'est un Monténégrin aussi. Il y a vraiment cette touche des Balkans. Mais même, j'ai pas envie de dire de bêtises. Les États-Unis, c'était un Croate chez les mecs, chez les filles aussi, je crois. Non, c'était un Américain, mais au Canada, par contre, c'était. C'était un Grec, je crois. Ouais, voilà, donc c'est quand même souvent. Mais même nous, en France, aujourd'hui, le coach national, c'est un Croate. Aux Pays-Bas, c'est un Monténégrin. Enfin, il y avait une stat qui était sortie là, au championnat d'Europe, les nationalités des coachs, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de nationalités que le nombre de pays. Et d'ailleurs, un petit fun fact, on parle de nationalité, les champions olympiques du 21e siècle chez les mecs
sont tous nés à une distance de 300 km. Ah oui. Il y a 300. En fait, en gros, ils sont tous nés en gros, tu mets un point dans les Balkans. Tu fais un cercle d'un rayon de 300 km, tu as tous les champions olympiques du 21e siècle. Après, c'est facile, les 3 derniers, c'est la Serbie. Non, mais parce que champion olympique 2000 Hongrie, champion olympique 2004 Hongrie, champion olympique 2008 Hongrie, champion olympique 2012 Croatie, champion olympique 2016 Serbie, champion olympique 2021 Serbie, champion olympique 2024 Serbie. Donc il n'y a que 3 pays au final qui ont tout raflé. Donc après, même les podiums, c'est. Il y avait déjà l'Italie et l'Espagne, c'est vraiment tous ces pays. Avec la Grèce, non, je parle de championnat olympique parce que l'Espagne championne du monde, l'Italie championne du monde. Même la Grèce, ils sont jamais très loin, mais c'est quand même les Jeux Olympiques qui comptent le plus au water-polo. Alors, c'est difficile à dire. Nous, on arrive du coup de deuxième division et on est monté avec l'autre équipe. En fait, ça fait 2 ans que Douai et Bordeaux sont champions, vice-champions. On a inversé nos rôles. Il n'y a pas eu de montée pendant 2 ans et là, les 2 équipes sont montées. Donc, c'est difficile de savoir exactement l'écart qu'il y a actuellement. On va le savoir bientôt parce que possiblement on va faire un barrage contre les deuxièmes. Nous, on est dernier du championnat actuellement chez les garçons. Et on va sûrement faire un barrage contre les deuxièmes de la deuxième division. Et on verra l'écart qu'il y a. Je veux pas... c'est de la science-fiction. De mon point de vue, même si on va avoir des matchs compliqués contre cette deuxième équipe, il y a un vrai écart. Déjà pour la simple raison que nous, on a le droit à voir 5 étrangers en première division et qu'eux, ils ont le droit à 4-2. Et après, nous, tous nos matchs, c'est contre des équipes meilleures. Et eux, tous leurs matchs, c'est contre des équipes moins fortes. Donc ça nivelle. Et comme pendant longtemps, il n'y a pas eu de montée de descente entre la première et la deuxième division, ça a créé un peu une différence. Après, ce qui est intéressant pour nous, notre saison, c'est que vu que là, ça faisait quelques saisons qu'ils étaient en deuxième division, il y a pas mal de jeunes joueurs de l'équipe, enfin des jeunes bordelais qui ont été formés ici, qui découvrent ce niveau-là. Donc c'était assez enrichissant pour eux de jouer contre des équipes vraiment d'un niveau supérieur. Donc, et de voir que en jouant sérieusement, en s'entraînant sérieusement, on pouvait rivaliser contre certaines de ces équipes par moment, et que à l'inverse, si on n'était pas à fond et qu'on ne savait pas, ça pouvait faire mal aussi. Donc c'est vraiment des hauts et des bas, mais chose qu'en division inférieure, on ne peut pas forcément en vivre. Donc je pense que c'était assez dur parce qu'on a bien sûr perdu beaucoup de matchs, mais c'était assez enrichissant d'un point de vue humain et collectif de vivre cette saison-là, en espérant qu'il y en ait d'autres. Et aussi, tu vas jouer, tout bêtement, tu vas jouer à Marseille. Je sais pas si vous avez déjà eu la chance d'aller voir ce que c'est que la piscine du Cercle des nageurs de Marseille. Et si jamais vous allez à Marseille, je vous conseille d'y faire un petit arrêt. C'est une piscine magnifique qui donne sur la mer Méditerranée avec... t'as les affiches des joueurs parce qu'ils ont été champions d'Europe il y a quelques années de la deuxième Coupe d'Europe. Mais voilà, tu rentres dans des lieux chargés d'histoire aussi. Et c'est assez intéressant d'aller dans des endroits comme ça. Même tu vas à Strasbourg, tu vas à Aix-en-Provence, à Montpellier. Ils ont moins d'histoire que Marseille, mais c'est quand même plus intéressant d'aller jouer dans ce genre de club. Et ça montre la culture, j'ai envie de dire la culture du haut niveau, mais de montrer aussi aux jeunes, etc., ce que c'est le haut niveau, même que ce soit au niveau de la structuration, l'ambiance dans la piscine, la qualité des joueurs adverses, un peu leur dire aussi comment ils s'entraînent, etc., parce que c'est pas les mêmes entraînements entre les divisions. Mais ouais, c'est plutôt cool de vivre ça. Chez les filles, il y a une différence quand même qui se fait entre les 2 divisions. Après, ça n'empêche que le top 4 et même cette année le top 5, pour moi, c'est quand même du très bon niveau. Et justement, cette année, les cartes sont un peu redistribuées. On a une grosse domination de Lille, mais on a vu que cette année, Lille n'était pas intouchable avec des scores qui se rapprochent de plus en plus. Pour l'instant, nous, on a fait une belle 2e place à la Coupe de France. Donc, on était vice-championne de France, ça, c'était chouette. Là, on est repassé 3e au classement général, mais donc on devrait jouer le Final Four pour essayer de garder notre titre de vice-championne à minimum et aller chercher le titre, pourquoi pas. Mais sinon, les autres équipes, quand il y a une montée, je pense que ça va faire un peu comme chez les garçons. Généralement, l'équipe qui monte, elle a du mal quand même à se débrouiller et à aller titiller les grosses équipes. Ça arrive, mais c'est plus difficile quand on est une équipe qui vient juste de monter, et pour les mêmes raisons que chez les garçons. La 2e division chez les filles, c'est un peu plus loisir. C'est vraiment, y a des équipes qui ont cette ambition
de monter en élite. Donc là, on voit qu'ils construisent un projet avec des jeunes, etc., pour viser la montée. Et il y a des équipes qui, elles, leur objectif, c'est vraiment de se maintenir en National 1. Et en fait, chez les filles, globalement, il n'y a que 2 divisions. L'élite, où là, ça va jouer vraiment les 6 équipes en élite. Là, ça va vraiment jouer et ça peut être du haut niveau. Et ensuite, ça va être les équipes du bas de tableau élite et celles de la N1. Et je vais faire une aparté, ça n'a pas trop de rapport avec ta question, mais Lou, c'est la deuxième fois qu'elle en parle. Elle parle de la Coupe de France, qui n'est pas vraiment une Coupe de France, qui est plutôt une Coupe de la Ligue, on va dire. Enfin, en fait, qui s'appelle Coupe de France. En fait, non, parce que je reviens dessus, parce qu'ils vont mettre en place une Coupe de France à partir de l'année prochaine qui ressemble à ce qu'on entend quand on parle de Coupe de France. Là, ce dont elle parle, Lou, c'est une coupe où en fait, tu as les 6 meilleures équipes du championnat garçon et les 6 meilleures équipes du championnat de filles qui s'affrontent dans une coupe, qui est un format de coupe, sur un week-end. Mais quand on parlait tout à l'heure de développement du water polo, ils vont remettre en place une Coupe de France qui part d'en bas vraiment, avec les équipes du plus bas niveau de la Nationale 3 chez les garçons qui vont s'affronter, qui vont passer des tours avec des points d'avance. Enfin, c'est un truc qui va se mettre en place et ça aussi, ça peut développer aussi. Alors, dont d'ailleurs les clubs d'élite sont exclus. Donc, nous, si on reste en élite, on ne pourra pas jouer cette Coupe de France-là, qui est vraiment réservée du coup au niveau amateur. Ouais. Et la finale qui se fera du coup en même temps que la fameuse Coupe de France dont Lou parlait actuellement, donc en levée de rideau. Il y a un titre de championne de France à aller chercher, mais c'est vrai qu'après. Et donc ça aussi, c'est un genre d'initiative de la fédération qui peut aussi développer l'envie pour les jeunes. On en parlait tout à l'heure, de se dire, en fait, moi, je joue dans la deuxième équipe d'une équipe d'élite, mais je peux aller chercher un titre de champion de France sous forme de coupe, aller jouer à droite à gauche. Et c'est vraiment, je pense, des initiatives qui font vraiment vivre le water polo. Et nous, c'est encore en réflexion, mais ils parlent de faire un peu comme ce qui se fait au basket. Je sais pas si ça se fait au hand aussi, les équipes de division inférieure, elles partent avec des buts d'avance. Si elles jouent des équipes de division supérieure, donc 5 buts, 10 buts, je sais pas combien ça existe déjà de manière localisée dans l'ouest de la France. Ils essayent En fait, l'ouest de la France est un peu moins développé niveau water polo historiquement. Et là, ces dernières années, ils essayent un peu de développer plus. Et ils ont créé une coupe de l'ouest, où justement, entre les équipes des différentes divisions, donc c'est souvent de la régionale, de la N3, N2, donc la 5e, 4e, 3e division. Et en fait, il y a des déficits de buts au début du match, donc ça rééquilibre les débats. Je trouve que c'est un bon format pour créer de l'engouement derrière, quoi. Donc moi, j'ai commencé à Lille. Donc Lille qui est la meilleure équipe en France depuis plusieurs années, plus d'une dizaine d'années. Ça s'est fait assez rapidement pour moi, je l'ai dit, j'ai commencé tard. On avait un coach qui était grec à l'époque. Lille jouait la Coupe d'Europe. Moi, j'avais cette volonté d'être présente tous les soirs à l'entraînement. Et du fait de mon passé dans les sports aquatiques, l'entraîneur a vu un potentiel et donc il m'a directement intégré au collectif élite. Et après, tout s'est enchaîné très vite. J'ai fait ma première Coupe de France, Coupe d'Europe, j'avais 15 ans. Je connaissais à peine les règles du water polo, mais ça m'a donné ma chance. Ça m'a vraiment donné ma chance. J'ai côtoyé du coup des grandes joueuses, des joueuses internationales qui avaient déjà fait des Jeux Olympiques, qui avaient déjà eu des médailles européennes. Donc voilà. Un an après, il me semble que je faisais mon premier rassemblement équipe de France. Donc c'était chez les jeunes, il n'y avait pas encore de compétition, mais c'était un premier rassemblement. Et après, 3 ans après, j'ai intégré le centre collectif national après mes premiers championnats d'Europe. Donc des championnats d'Europe U19. J'avais 16 ans, j'étais une des plus jeunes. Et c'est vraiment ce qui a lancé du coup l'équipe de France. Après plusieurs compétitions chez les jeunes, championnat d'Europe, championnat du monde. À 18 ans, je suis partie du coup pour jouer en Alsace à Mulhouse et faire mes études là-bas. Donc ça a été un peu ma première expérience, pas de haut niveau, mais ma première expérience indépendante. J'ai eu un rôle différent. Je suis arrivée à 18 ans dans une équipe de première division, j'étais capitaine. Donc ça m'a permis aussi de prendre mes responsabilités pendant les matchs. J'ai aussi rejoint l'équipe de France à cette époque, parce que j'avais arrêté pendant 1 an ou 2. Et après Mulhouse, ça s'est terminé un peu dans des conditions difficiles. J'ai dit tout à l'heure, on a été la première équipe féminine française à être en Ligue des Champions, donc on a été au plus haut. Et malheureusement, pour des raisons un peu de logistique et de joueuses, le club n'est pas reparti en première division chez les filles. Donc moi, il a fallu que je trouve un autre club. Et je suis arrivée à Bordeaux. Donc j'ai lancé ma saison l'année dernière avec Bordeaux.
On a fait une 4e place, un petit peu déçu. Coupe de France aussi, on était 4e, pardon. Mais du coup, on a eu une belle revanche cette année avec la médaille de 2e. Et cet été, les championnats du monde avec l'équipe de France A. Donc ça, c'était aussi génial et une belle expérience de haut niveau. Moi, du coup, j'ai commencé ma première équipe de France, j'avais 15 ans. Enfin, j'ai fêté mes 16 ans en équipe de France. Voilà. Il a que 22 ans. Et j'ai 22 ans, ouais. Non, j'ai pas fait les Jeux Olympiques. On m'avait proposé la préparation olympique. Moi, j'ai quitté le centre de formation, donc l'INSEP, parce que j'avais des problèmes aux hanches. Et au moment où on me proposait la préparation olympique, ben, je savais que mes hanches, c'était un problème que je traînais depuis longtemps, donc je me suis fait opérer des 2 hanches l'année des Jeux Olympiques. Donc pas de Jeux Olympiques. Du coup, à moi. Donc moi, j'ai commencé ma carrière à Mulhouse. Donc à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas de section féminine. Donc c'est une époque antérieure à celle que Lou a vécue. Mais moi, j'ai fait toutes mes gammes là-bas. Donc comme je disais, j'ai commencé à 8 ans. J'ai fait toutes les catégories jeunes. J'ai joué en N3 avec l'équipe réserve de Mulhouse. Ensuite, quand j'ai atteint l'équipe première, je pense que j'avais 14-15 ans, on jouait en N2, donc la 3e division. À ce moment-là, on faisait un peu le yo-yo entre les 2 divisions. On a fait N2, N1, N2, N1. J'ai fait 2 saisons en tant que premier gardien en N1, donc de 16 à 18 ans. À ce moment-là, c'est là où j'ai commencé mes études, donc mes études d'ingénieur. Donc j'avais le double projet à Mulhouse, donc j'ai fait mes 2 premières années d'études à Mulhouse. Et après, j'ai eu une belle opportunité à Strasbourg, donc qui était club champion de France en titre à cette époque-là, donc en 2018. Il y a leur 2e gardien qui a arrêté. Et donc ça s'est super bien goupillé. Moi, j'ai eu l'opportunité de continuer mes études là-bas. Ils cherchaient un gardien, ils m'ont contacté. Donc de fil en aiguille, j'ai atterri là-bas. Le premier gardien, c'était Hugo Fontani, donc l'actuel premier gardien de l'équipe de France. Donc moi, j'ai beaucoup appris en s'entraînant avec lui pendant 3 ans, donc le temps de finir mon diplôme d'ingénieur. Donc, à cette époque-là, j'ai fait mes premiers stages en équipe de France A. J'ai fait, je sais pas, d'Europe jeune en I19. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai joué la Coupe d'Europe avec Strasbourg, donc les tours préliminaires de Champions League, et un beau parcours en Eurocup où je crois une fois on est allé jusqu'en quart de finale. Pendant ce laps de temps, du coup, une fois que j'ai été diplômé d'école d'ingénieur, je me suis dit que j'en avais marre d'être 2e gardien et que j'allais laisser Hugo tranquille et continuer ma carrière ailleurs. Donc je suis parti loin, je suis parti à 7 en tant que premier gardien et j'ai continué à travailler avec un truc assez intéressant. En fait, j'ai fait mon projet de fin d'études dans une entreprise et il y avait pas mal de... Donc moi, je suis dans l'immobilier. Donc je travaille pour un bureau d'études qui fait des structures de bâtiments en béton armé, donc plutôt des habitations, des logements d'habitation. Et en fait, il y en avait pas mal d'activités à ce moment-là et ils cherchaient à m'embaucher. Donc on a fait un petit deal où, vu que moi je voulais continuer ma carrière de water polo, en fait ils m'ont embauché à mi-temps en 100% télétravail. Donc c'est-à-dire que je peux bouger de club en club tout en gardant ce travail-là. Donc moi ça me permet d'avoir pas mal de mobilité et de toujours avoir un salaire sûr à côté. Et aussi de m'occuper l'esprit et d'avoir une belle ligne sur mon CV. Donc j'ai fait un an à 7. Après je suis parti à Tourcoing, donc un club dont on parlait avant. Donc l'opposé, je visitais un peu la France. J'ai fait 2 ans là-bas. J'ai rejoué la Coupe d'Europe avec Tourcoing. J'ai côtoyé des beaux gardiens, donc Clément Dubois, celui qui a fait les Jeux Olympiques, et Branislav Mitrovic, un gardien historique de la Serbie qui a gagné 2 fois les Jeux. Donc j'ai beaucoup appris à leur contact. Ça m'a fait pas mal d'expérience. Et ensuite, je suis reparti à Reims. Enfin, je suis parti à Reims parce que problème financier à Tourcoing, le club a coulé. Et ça s'est passé différemment. À Reims, je fais une belle saison là-bas. On se qualifie pour la Coupe d'Europe, mais problème financier, l'équipe elle coule. Donc j'étais un peu le chat noir, mais entre-temps, j'ai vécu des belles expériences en équipe nationale. Donc j'ai eu la chance de faire la prépa des Jeux pour Paris. C'était une de mes meilleures expériences, vraiment. Je me considérais encore comme jeune, vu que l'équipe était assez ancienne. Mais d'être là avec eux pendant 1 mois et demi, pendant toute la prépa, de voir un peu les insides, de s'entraîner dur, de jouer contre des équipes d'un niveau
international qualifié aux Jeux. C'était vraiment hyper enrichissant et j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai vraiment élevé mon niveau de jeu à ce moment-là. Et ensuite, après mon passage à Reims, je suis venu à Bordeaux. Donc, pour le moment, l'équipe est toujours vivante. Et c'était une très belle expérience. C'est vrai que j'ai alterné dans ma carrière des clubs qui jouent à la Coupe d'Europe et des clubs de bas de tableau. Donc, c'est des rôles totalement différents, des expériences différentes. Mais là, je suis venu à Bordeaux aussi pour apporter mon expérience du haut niveau, que ce soit au niveau international avec l'équipe de France ou des niveaux national en club. Et j'ai eu la chance l'été dernier de faire la qualif au championnat d'Europe avec l'équipe de France. Et cet hiver de participer au championnat d'Europe avec l'équipe de France A à Belgrade. Donc c'était ma première grosse compétition avec l'équipe de France. Bah, franchement c'était top. Hein. J'étais deuxième gardien derrière Hugo Fontani. Donc toujours. J'ai un petit peu joué, ouais, j'ai un peu joué contre Malte. Après j'ai plutôt beaucoup. Pendant la compétition officielle, j'ai pas trop joué, donc juste un peu contre Malte. Parce que vraiment tous les matchs étaient serrés. Et... Enfin, et je ferai des recherches sur internet, mais Fontani c'est un gros l'un des meilleurs gardiens. Il joue à Strasbourg. Ça fait une dizaine d'années qu'il est à Strasbourg, donc j'avais joué avec lui à l'époque. Mais ouais, c'est un gros gardien, un des meilleurs en Europe et dans le monde. Donc, ouais, dans la poule, on avait la Hongrie, Malte et le dernier match contre qui on a joué. Je sais pas, je l'ai pas en tête, je suis en train de chercher, mais. Parce que là, on a fait un nouveau format. En fait, c'est le même format que le hand. Il y a eu une deuxième poule où on a croisé, tour principal, on a croisé Monténégro, Pays-Bas, Serbie. Franchement, c'était des beaux matchs. Mais là, j'ai un gros. Pas la Roumanie, un truc comme ça. Non, après en match de classement, on a joué les Hollandais et juste la Géorgie, justement. On a battu. Mais du coup, on a fini à une très belle 9e place. Alors qu'on était un groupe. Jeune, avec beaucoup de nouveaux parce qu'il y a beaucoup d'arrêts après les Jeux Olympiques et même il y a un nouveau cycle, donc le sélectionneur il recommence avec des jeunes. Mais en tout cas, très bonne entente dans l'équipe, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai réussi à trouver mon rôle dans l'équipe, ce qui n'est pas non plus évident. Donc c'était vraiment une très belle expérience et j'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais, non, ça va être moins passionnant, il y a moins de passages en bleu de mon côté. Et donc moi je suis un enfant de Saint-Bruno, j'ai commencé le water-polo à Saint-Bruno. J'ai commencé dans les plus basses divisions. À l'époque, moi quand j'ai commencé à jouer avec Saint-Bruno, l'équipe 1, elle était en National 2, donc la 3e division française. On a été champion de France de National 2 en 2015. Après, on est monté en National 1 l'année d'après, du coup. Et moi, le club s'est pas maintenu en National 1, donc en 2e division. Et j'ai eu l'opportunité de continuer mes études et de jouer au water-polo à un meilleur niveau à Douai, au Franc Nageurs Cheminots de Douai, qui était un club qui évoluait au milieu de tableau ventre mou de première division. Donc c'est le meilleur niveau auquel j'ai évolué moi jusqu'à maintenant, avec beaucoup de joueurs d'expérience, avec un entraîneur qui m'a fait passer une étape au niveau de la rigueur, au niveau de la compréhension de ce que c'est que s'entraîner dur. J'ai bien appris ce que c'était que s'entraîner dur. Et après, voilà, donc une équipe de Douai dont j'ai encore de très bons contacts là-bas. Mais après, au bout de 3 ans, il a fallu que je fasse un choix plutôt d'études. C'était compliqué pour moi de continuer de faire ce niveau-là, plus mes études. Et Bordeaux, j'avais l'opportunité de revenir. Du coup, l'équipe avait réussi pendant mon absence à se maintenir en National 1. Donc c'était intéressant pour moi de revenir jouer à ce niveau-là. Et donc je suis revenu à Bordeaux. Et l'année où je suis rentré, par le miracle du Covid, le championnat s'est gelé. Donc c'était l'année 2019-2020. Le championnat s'est gelé, on était en 2e position. Et la fédération nous a proposé de remonter en élite l'année d'après. Donc je suis directement remonté en élite avec Saint-Bruno. C'était la première fois de l'histoire qu'on montait en élite. C'était la première année où j'ai été capitaine, parce que quand je suis rentré, c'était un autre capitaine qui a arrêté pour l'élite. Donc voilà, j'ai eu cette chance de faire la première année du club en élite avec Saint-Bruno en tant que capitaine. Et après, on est redescendu, on a réussi à reconstruire avec un nouvel entraîneur, des nouveaux cycles, des jeunes qui sont maintenant le socle de cette équipe de l'Union Saint-Bruno. On a donc été vice-champion de France de National 1 il y a 2 ans, vice-champion de France l'année dernière.
Et on a réussi à remonter en élite avec des joueurs d'expérience comme Julien, qui, comme vous l'avez entendu, un peu baroudé, mais surtout à jouer à très bon niveau, avec des équipes jeunes, avec des étrangers de tout niveau. On est un peu une équipe à ce niveau-là, un peu anormale, on va dire, parce que on a déjà une structure, comme je disais au tout début de l'interview, d'association qui est très différente. C'est pas un club de water-polo, c'est pas un club de natation, c'est vraiment quelque chose de plus grand, l'Union Saint-Bruno. C'est pour ça que tout à l'heure, quand Julien il disait je suis le chat noir, Saint-Bruno c'est un club qui coulera pas parce qu'on a des dirigeants intelligents qui savent où est-ce qu'ils mettent les pieds, qui savent où est-ce qu'ils mettent l'argent, qu'on a un fonctionnement associatif qui fait que malgré les déficits du water-polo, on peut compenser avec les autres branches de Saint-Bruno. Et voilà, l'objectif, c'est de se maintenir en élite et j'espère de pérenniser le club en élite le plus longtemps possible et de structurer le club pour que ça devienne à terme un club d'élite.